Bonjour et bienvenue dans cette première interview avec Patricia de la Fuente. Si je prononce bien, tu me dis, Patricia? C'est tout à fait ça. Bonjour Parfait. Isabelle. Et donc, alors c'est ma deuxième interview, mais la première qui va être diffusée très prochainement, puisque c'est la rentrée actuellement. Et donc, j'ai pensé qu'aujourd'hui, dans Baby Solution, j'allais vous proposer l'interview d'une professeure, puisque c'est un petit peu le sujet du moment, et donc qui va vous donner un regard sur les enfants difficiles. Là, du coup, on ne va pas parler de bébés à proprement parler, quoi qu'on y viendra à la fin de l'interview, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un enfant qui a des difficultés dans la vie et que ça s'en ressent aussi à l'école. Donc, bonjour Patricia. Bonjour Isabelle. Tu as donc été professeure, alors si j'ai bien compris tes écoles. Oui. Voilà. Et je te laisse un peu présenter ton parcours parce qu'il est assez riche et que tu te présentes super bien, je trouve. Alors Isabelle, moi je m'appelle Patricia de la Fuente. Je suis prof des écoles depuis une dizaine d'années. Et c'est en fait à 40 ans que j'ai repris mes études. J'ai été fortement attirée par les milieux de l'éducation. J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice concernant les enfants. Donc j'ai repris mes études, j'ai passé un master en sciences de l'éducation à 40 ans. Et donc j'ai exercé plusieurs métiers au sein de l'éducation, de la formation. Donc j'ai été formatrice auprès des jeunes sortis du système scolaire. J'ai été 2 ans AVS et j'ai été professeure des écoles par la suite. Voilà, en gros mon parcours. Bien, les enfants à problème, vu que tu as été AVS aussi. Voilà. Et formatrice de jeunes vraiment en grande difficulté, puisque sortis du système scolaire, en grande difficulté, des gens qui étaient dans le système des prisons, etc. Donc oui, je les connais bien. Ok, bon chouette parcours. Et du coup, nous, donc dans cette série d'interviews, j'essaye de présenter aux parents des solutions qui existent pour sortir de l'impasse avec les difficultés de nos enfants, puisque moi j'ai été dans ce cas-là. Et donc j'ai envie de faire découvrir aux autres parents ce qu'on peut faire, ce qu'il est possible de faire. Après, à chacun de choisir sa manière de se sortir de la difficulté, de se faire accompagner ou pas. Et donc là, dans le système scolaire, j'aurais aimé savoir comment un professeur peut aider soit l'enfant qui est en difficulté, soit les parents, soit les deux, de l'enfant en question. Est-ce que… Alors, les deux ont un grand besoin d'être écoutés et entendus, Isabelle. C'est-à-dire qu'en début d'année, quand on reçoit un parent dont l'enfant est en difficulté, alors c'est peut-être un enfant en difficulté et ou en situation de handicap également. Oui. Donc, auquel cas, on aura eu soin d'être avisé qu'une AVS va intervenir en classe. Et ça peut être simplement aussi un enfant qui est hyperactif ou qui est 10 et qui n'a pas encore d'AVS. Et l'idée, ça va être vraiment d'écouter le besoin de l'enfant et du parent. Souvent, nous, en tant que prof, on est pas mal démunis parce qu'on n'est pas formé aux problèmes d'handicap de l'enfant. Et puis, on a beaucoup de monde aussi dans la classe et c'est souvent très difficile de faire du cas par cas. Je dirais qu'avoir une oreille, avoir l'écoute pour bien cerner l'attente du parent envers les apprentissages de l'enfant. Donc, bien écouter le parent en ce qui concerne la difficulté de l'enfant et ensuite, eh bien, on va accueillir l'enfant tel qu'il est, hein, c'est-à-dire que voilà, on a 30 enfants dans la classe, souvent un peu moins dans les petites classes, et heureusement en maternelle on est aidé avec une ATSEM, mais souvent voilà, on va essayer de s'adapter, mais en tout cas c'est vraiment au professeur de s'adapter à la problématique de l'enfant. Alors pour ça, eh bien, quand on voit qu'un enfant a du mal à rentrer dans l'apprentissage, moi ce que je propose souvent, ce que je me propose à moi-même et ce que je propose à mes collègues, c'est d'utiliser les intelligences multiples ou alors la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie. Et ça permet vraiment de faire rentrer l'enfant par une petite porte dans l'apprentissage. Parce que tu vois, Isabelle, on met des choses dans sa tête,
mais on n'a pas toujours la même façon de les faire rentrer dans la tête. Tu vois, Oui. on peut être visuel, et dans ce cas-là, simplement le fait de voir une image, on va se rappeler des choses. On Ouais. peut être auditif ou kinesthésique. Hein. Donc, Donc le là, kinesthésique, il va vouloir manipuler. Tu connais la méthode Montessori. Donc, voilà, moi, je pense toujours qu'il y a un moyen pour arriver à faire rentrer l'enfant dans l'apprentissage scolaire. moi aussi. Donc là, tu expliquais un peu les intelligences multiples, en fait. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Et On en a dit et on vient d'en découvrir une 9e. Ce serait l'intelligence du philosophe, tu vois, l'intelligence de la raison l'enfant qui se pose plein de questions sur l'univers, tu vois. qui a Donc, besoin de comprendre. voilà. Alors, on a tous besoin de Oui. comprendre, mais cette intelligence-là, elle est particulière parce qu'ils sont très dans le cosmos, tu vois. Ce sont des enfants qui ont des perceptions aussi d'un monde qu'on ne voit pas. D'accord, ok. Et tu nous parlais de Antoine, non, de, je sais plus. Oui, Antoine de la Garandrie, oui. Oui, c'est ça. Tu peux en dire un peu plus? Alors lui, il part de perception, d'observation et d'attention. Et si tu veux, Antoine de la Garandrie, c'est quelqu'un qui est décédé maintenant, mais il a formé plein de profs à sa méthode. Et c'est vraiment génial parce que ça permet vraiment à l'enfant et aux parents aussi, hein, de tester l'enfant, de savoir quelle intelligence ressort le plus. Et en fonction de cette intelligence qui va ressortir le plus, eh bien, on va permettre à l'enfant de pouvoir s'ouvrir aux apprentissages de manière plus aisée. D'accord, donc là, c'est plus un test en fait pour l'enfant que une méthode pour l'aider plus particulièrement. Là, on va découvrir en fait quelle intelligence il a en priorité, puisqu'on utilise toutes nos intelligences, mais laquelle est la plus importante chez lui. Et donc, on va après pouvoir l'orienter, le guider pour qu'il apprenne Voilà. plus facilement. Exactement. Et quand il est en grande difficulté, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir lui donner l'accès, tu vois, au savoir. Ah bah Et oui. après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles en amenant les enfants, tous les enfants, à s'ouvrir aux autres intelligences, tu vois. Parce qu'au plus on a de façons de rentrer dans le savoir et dans la connaissance, et en plus on a de chance de se les apprivoiser. C'est ce que faisait Maria Montessori. Elle utilisait un maximum d'intelligence pour permettre aux enfants d'être sûrs d'apprendre la notion qui était à apprendre. Mais oui. C'est super chouette. Et du coup, on n'a pas cet effort-là en tant qu'éducateur Montessori à faire, puisque dans le matériel, tout est fait et l'enfant va manipuler et de lui-même, il va trouver peut-être un matériel qui va plus affectionner qu'un autre et du coup, va travailler plus avec celui-là qu'avec un autre et on va les tester sur plein de choses. Donc, exactement. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi pour le professeur, il me semble, à mettre à disposition de l'enfant. C'est bien sûr, on va s'occuper de l'enfant qui est en difficulté, mais aussi on va s'occuper de l'environnement, tu vois, parce qu'un individu seul, ça n'a pas, enfin, je veux dire, toi, ça n'a pas d'intérêt. Il a de l'intérêt que s'il y a un environnement. Donc, on s'occupe de l'enfant en difficulté, mais surtout, on s'occupe de l'environnement, tu vois. C'est comme, on parle beaucoup d'inclusion. Hein? Quand tu inclus, finalement, la difficulté, elle se dilue. Oui, parce qu'on n'est pas une personne et puis il n'y a rien autour. On n'est pas dans le néant, on est dans un contexte particulier qui agit sur nous et nous, on agit sur ce contexte. Exactement, Isabelle. Ça revient à Montessori toujours. Et quand tu portes le regard, parce que le regard est complètement différent, selon que tu portes le regard sur la difficulté ou sur un ensemble, tu vois, avec plusieurs difficultés. C'est ça. Et ça, c'est complètement différent. C'est juste une question de regard. Hein. C'est un peu comme quand on demande à, je sais plus, à un éléphant de grimper à un arbre et je sais pas, un singe d'arracher une branche. On va pas arriver aux mêmes choses. Forcément, il n'y a pas les mêmes capacités, c'est pas les mêmes possibilités. C'est Einstein qui disait ça, il me semble. Je sais plus qui dit ça, mais c'est vrai que alors c'est pas ces exemples-là propres, mais c'est un peu ça, quoi. On va demander des choses impossibles, alors parce que la capacité n'est pas là, elle n'est pas encore développée ou le contexte ne le permet pas. C'est ça, exactement.
Ok. Donc, il y a des solutions quand même pour les professeurs pour qu'ils puissent aider l'enfant et aider le parent. Donc, Oui. c'est chouette de savoir ça. C'est pas ce que j'ai vraiment eu, moi, mais bon, voilà, je sais que il y a des super profs comme toi, comme beaucoup d'autres que j'ai aussi côtoyés, hein. J'ai eu d'autres professeurs pour mes enfants qui ont été super. Et donc, ben, dans ces cas-là, quand l'école n'est pas coopérante face aux difficultés de l'enfant, comment est-ce qu'on peut réagir pour que ça en vienne pas, ça s'envenime pas, quoi. Euh, alors moi, je pense quand même que dans la plupart du temps, on va arriver à trouver un compromis, Oui, hein. je pense aussi, ouais. Le professeur, s'il n'est pas coopérant, à mon avis, c'est qu'il est démuni, tu vois, il sait pas comment faire. Ah, Il est déplacé, il ne sait pas comment faire. Donc, alors c'est vrai que nous, en tant que parents, on est en souffrance, hein. ah Le oui. parent est en souffrance. Donc, il va falloir arriver à se faire entendre. Donc, moi, ce que je pourrais conseiller à ces parents, peut-être, c'est ben, d'en toucher un mot avec le directeur ou la directrice, tu vois, de peut-être se faire aider avec un médiateur, tu vois, parce Ah, que le médiateur. ben, s'il n'y a pas de communication entre le parent souffrant et l'enseignant qui va transmettre ses savoir-être et ses savoir-faire, ça va vraiment être difficile, hein. Donc, il Bah, faut c'est ce que j'ai vraiment trouver vécu. une porte d'entrée. Bah, alors, je te plains parce que c'est vraiment très, très difficile Le pour directeur était contre, l'institutrice, moi je l'adorais au départ et puis ben il y a eu un clash, mais j'ai compris après mais comme on est, comme tu l'as dit, nous-mêmes en souffrance en tant que parents, on voit notre enfant souffrir très fortement, donc on a une espèce de réaction animale on a du mal à ne pas être agressif, quoi, hein. C'est vraiment difficile. Donc moi j'essayais quand même de prendre les du recul, quoi, et d'être le moins possible agressif. Mais c'est vrai que ne connaissant pas en fait l'éducation nationale et comment ça se passe au sein de l'éducation nationale, on ne sait pas trop à qui est-ce qu'on peut faire appel sans que ça envenime la situation parce que ça va être mauvais pour tout le monde en fait. il Euh, n'y a pas à envenimer la situation, non, Isabelle. Il y justement. a, si tu Et veux, à un retrouver un parent, dialogue. oui, il y a un parent souffrant, un enfant souffrant aussi, et puis Un il y a le professeur corps aussi. enseignant, tu Mm. vois. Il y a un fil, si tu veux, à faire passer dans tout ça. Mm. Sinon, je ne vois pas comment c'est possible, tu vois. Donc, si vraiment c'est impossible, eh bien, à ce moment-là, on va peut-être aller on va montrer au créneau et puis peut-être aller voir plus haut dans la hiérarchie, tu vois. Mais surtout, se faire accompagner par un… Là, pour le coup, tu vois, se faire accompagner par un professionnel de l'éducation. Parce que il ne peut rien se passer s'il n'y a pas de communication entre les trois, hein. C'est Oui, comme ben c'est ça. une union tripartite, hein. Donc, Mm. je pense que ça arrive très rarement. Et si ça arrive, hein, on prend le taureau par les cornes et on monte au créneau, hein. Ça, Il faut aller au-dessus. Bah, tu parlais d'un médiateur. Il existe des médiateurs au sein de l'éducation nationale? Alors, on peut trouver, il y a des assistantes sociales de l'éducation nationale quand même, D'accord. on peut aller voir. On peut, si l'enfant aussi est porteur de handicap, on peut se tourner vers la MDPH également. Il y a toujours un référent. Et moi, je pense qu'il y a toujours un moyen de résoudre le problème. Vraiment. Ah oui, Écoute, je pense moi, aussi. j'ai pas été enseignante toute ma vie, j'ai d'autres métiers avant, mais en 10 ans de métier, j'ai jamais rencontré cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours, même dans mes collègues, hein, il y a toujours un moyen de trouver une solution et d'apaiser Les les tensions. soucis. Mm. Mais je pense qu'en fait, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut arriver, nous, en tant que parents, on est dans nos problématiques, donc avoir un recul, c'est extrêmement difficile et douloureux. Et pareil, l'enseignant qui vit ça, ça peut être très compliqué aussi pour l'enseignant, moi, je le reconnais très bien, hein. Et du coup, d'ailleurs, cette professeure, elle a arrêté elle a arrêté son métier cette année-là. Tu vois, donc, je pense qu'elle était vraiment au bout du rouleau. Pour quelle raison, j'en sais rien, mais elle a été géniale pour ma fille. Avec mon fils, ça a été compliqué. Bon, ça arrive. Je lui en veux pas, hein, mais bon, voilà, l'équipe. C'est un métier qui est très fatigant, Ouais. Isabelle. Ah bah oui, avec 30 enfants, oui.
Et puis en plus, quand on n'a pas de soutien de la hiérarchie ou que, enfin, c'est pas évident. Mais ouais, je pense que se faire du coup aider par quelqu'un qui puisse être un peu euh, neutre dans tout ça. Ouais, quelqu'un de Bien. l'extérieur, hein, parce Voilà, que c'est tu ça. disais toi-même, on a du mal à prendre du recul soi-même quand on est dans la situation. Et ben voilà, donc faire appel à quelqu'un qui, lui, va avoir le recul nécessaire. Donc oui, donc prendre quelqu'un de l'extérieur, c'est ce que tu disais. Pardon. Oui, 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 quelqu'un qui va de fait prendre du recul sur la situation. Ouais, voilà. Parce Oui, que quand on est émotionnellement impliqué, on a vraiment beaucoup de mal, on est trop dans la souffrance. c'est ça. Ouais. Et je ne sais pas si tu voulais partager d'autres choses sur l'éducation nationale dans ces, ou le professeur dans cette situation-là. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous en dire? Moi, je pense quand il y a une difficulté, il ne faut vraiment pas la passer sous silence. L'enfant, il doit être entendu. C'est vraiment primordial. On fait ce métier avant tout pour l'enfant. Mm. Donc, ne pas taire sa souffrance, ne pas faire semblant, ne pas faire comme si. Voilà, juste voir la situation, l'appréhender telle qu'elle est et faire le maximum pour que l'enfant. Mais voilà, mais l'enseignant, il est là pour ça aussi. Et même si c'est difficile, la plupart des enseignants sont de bonne composition et vont tout faire pour que chaque enfant, et même ceux qui sont en difficulté, puissent apprendre. Ouais. Là, je suis tombée aussi sur des super profs, hein, pas de nier. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler pour se faire aider au sein de l'éducation nationale. Je l'ai appris, hélas, un peu longtemps après que, comment dire, il existait un médecin scolaire auquel on pouvait justement un peu laisser le paquet, qui pouvait coordonner un peu tous les rendez-vous de l'enfant pour aider. Et ça, jamais j'en avais entendu parler. J'ai dû je sais pas si Mathieu était déjà déscolarisé ou pas, mais enfin, le truc était déjà bien entamé. Et là, on me l'a dit seulement à ce moment-là. On m'a lâché les mots de handicap de manière assez brute. Donc, ouais, le fait de se faire accompagner par quelqu'un de neutre, je pense que ça peut aider. Et ah oui, j'avais une dernière question sur ça. Est-ce que tu penses que parfois, en tant que parent, on est peut-être un peu trop stressé, un peu trop, on projette peut-être un peu trop, parfois de négatif ou de stress sur ce qui va se passer avec le professeur et l'enfant. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même en avertir quand on sait qu'il y a des difficultés par rapport à l'enfant? Est-ce qu'il faut quand même en avertir le professeur ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser découvrir pour pas qu'il se fasse en fait d'idées quand il n'y a pas de handicap, hein, bien sûr, parce que là on parle. C'est une bonne question. Et c'est vrai qu'en tant que maman, avant d'être enseignante, je me la suis posée pour ma plus grande. Donc, ta question est très pertinente. Et moi, je vais te répondre cash. C'est-à-dire que si la difficulté, elle n'est pas envahissante au point que ça devienne vraiment super difficile à la maison, etc., à ce moment-là, peut-être ne pas avertir l'enseignant tout de suite. Parce que pourquoi, Isabelle? Parce que en sciences de l'éducation, on a ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et l'effet Pygmalion, ça va être le fait de coller une image, coller une étiquette à un comportement. Et peut-être que ton enfant à la maison, c'est un diablotin, et peut-être qu'en classe, tout va être nickel. Tu vois? Et peut-être que le fait d'aller voir la maîtresse et de lui dire, écoutez, mon enfant, il est vraiment terrible, peut-être que l'enseignant va se dire, oh là, celui-là, il faut que je fasse attention. Alors que peut-être il n'y a juste rien à faire, tu vois. Ouais. Donc moi, voilà, si bien sûr il y a un handicap avéré, bon, de toute façon, l'enseignant, il est au courant, il y a une AVS, il y a une affectation d'AVS, il y a des contrats spécifiques, etc. Donc, bon, l'enseignant, normalement, est au courant. Après, si c'est juste une difficulté mineure ou peut-être une appréhension de la maman ou du papa, mais juste laisse faire. Et puis après, tu vas voir, au bout de 2-3 jours, une semaine, 15 jours, l'enseignant, il viendra te le dire. Donc, c'est peut-être pas la peine ma grand-mère, elle disait de mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. Laisse faire et puis vois ce qui arrive. Tu as parlé justement
programmes de PAE, enfin je ne sais plus si tu as dit le terme de PAE, puisque moi je les connais, toi aussi, mais nos auditeurs ne les connaissent pas forcément. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui peut se passer quand on découvre qu'il y a un vrai problème et qu'il faut l'accompagner justement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de prévu justement pour que l'enfant soit accompagné dans son apprentissage scolaire malgré ses difficultés? Alors ça, tu sais, normalement, c'est le directeur ou la directrice de l'école qui s'occupe de tout ça. Qui s'occupe, d'accord. Le parent n'a pas à s'en occuper. Oui. À partir du moment où tu as une affectation d'AVS ou un plan pour l'enfant d'éducation, normalement, tout est pris en charge par les directeurs d'école. Normalement, tu n'as pas à t'en charger. Donc, en fait, quand on découvre qu'il y a un réel problème et qu'il va falloir s'en occuper, le directeur va nous prendre un peu en réunion et va nous dire, avec l'équipe enseignante, ben voilà, il faudrait faire ci, ça, ça. Oui, tu vas être orienté par… oui, tu vas être orienté pour ça. Ça, le parent, enfin, vraiment, c'est pas une question de se préoccuper pour ça. Tout va être pris en charge. C'était pour savoir si tu pouvais expliquer un peu comment ça se passait, justement. Mais je ne sais pas si tu es… Non, moi, j'ai pas eu le cas personnellement, mais avec mes collègues, je sais qu'il n'y a pas de… Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu parler de soucis avec ça. Une fois que c'est mis en place, il y a vraiment aucun souci. Ouais. Donc, pour mon expérience personnelle, donc on m'a dit qu'il faudrait quand même, par exemple, faire reconnaître Mathieu handicapé pour que ce soit plus facile. Donc là, c'est la petite difficulté de passer mentalement le fait que ton enfant soit handicapé, parce qu'on n'a pas tous la même notion. Je vais intervenir sur la notion de handicap justement dans les prochaines semaines. Donc voilà, je passe les difficultés d'accepter ça. Et une fois que le programme a été lancé, en fait, en attendant que tout soit officialisé, ils ont, c'est le PPRE, je crois, c'est ça? Ouais. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Enfin, c'est pour adapter l'enseignement, mettre en place quelque chose de convenu, un espèce de contrat entre les professeurs, l'équipe éducative et les parents pour que ça se passe bien, en fait. Ça peut même être juste de l'ordre du comportement, mais… Et du coup, après, il y a le passage à la MDPH s'il y a besoin. Et puis après, il y a le PAE. Et là, on adapte vraiment beaucoup plus les choses et il y a possibilité d'avoir une AVS s'il y a moyen, quoi. Si je ne me trompe pas. Que de passer de l'étape d'un enfant, je dirais, ordinaire, c'est le mot qu'on emploie, à l'étape de l'enfant en situation de handicap, c'est vrai qu'il y a toute une marche progressive qui est challengeante pour le parent. Ça, c'est sûr. Mais je l'ai vécu très mal, moi. Je l'ai refusé et donc je l'explique dans des articles. Je crois que j'ai fait un article dessus. Je pense que je vais faire des vidéos dessus. Il y a bientôt la semaine du refus de l'échec scolaire des 10 et des compagnies qui arrivent. Donc là, va s'en suivre plein de choses où je vais en parler un peu plus. Mais oui, c'est très, très, très difficile en tant que parent d'accepter ça. Moi, j'ai eu la chance qu'on me dise que c'était pas définitif. Donc, c'était plus facile à accepter, quoi. Et donc, pour en revenir à ces difficultés, en général, elles ont une raison d'être et tu sais dans quoi je travaille puisque oui, je n'ai pas présenté le contexte, mais avec Patricia, on se connaît quand même depuis un peu plus d'1 an déjà maintenant. Je ne sais pas si ça va pas faire 2 ans, je ne sais plus. Et donc, on travaille ensemble sur nos projets respectifs. Et donc, Patricia connaît bien mon projet, je connais assez bien le sien aussi. Et donc, on a des liens en plus qui se connectent. Moi, je travaille avec plus les très jeunes parents. Et toi, tu travailles plus avec les parents d'enfants un peu plus âgés. Avec les adolescents. Voilà, c'est ça. Et donc…
pour ceux qui ne savent pas, je me suis spécialisée dans les bébés aux besoins intenses, donc ce qu'on appelle les BABI, et les enfants aux besoins intenses, donc les EABI. C'est pas, voilà. Et j'avais comme question, qu'est-ce que tu en penses de ces termes-là? Isabelle, en fait, pour te dire la vérité, quand j'ai découvert ce que tu faisais, je me suis intéressée un petit peu et je me disais que ma fille devait être un bébé aux besoins intenses, tu vois. Je pense personnellement qu'au plus on va dans le temps et au plus on va avoir ce genre de bébé aux besoins intenses. Après, bon, c'est juste une appellation, tu vois, mais ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus, les bébés sont éveillés, tu vois, ils sont éveillés, ils ont envie d'explorer le monde, ils ont envie de tout savoir, ils sont hyper actifs, tu vois. Enfin, en tout cas, de mon expérience de professeur des écoles, je vois bien que les enfants bougent, quoi, tu vois. Moi, à mon époque, on était 30 dans une classe, on était bien sages, tu vois. Mm. Il y avait peut-être 2-3 rebelles, mais aujourd'hui, c'est l'inverse, vraiment, tu vois. Tu as plus des enfants qui vont bouger, qui vont avoir envie d'aller rencontrer l'autre, etc. Et puis, tu vas en avoir 3-4 qui vont rester tranquilles. Hein. C'est plus, la tendance s'est inversée. Donc, peut-être qu'on est de plus en plus avec comme tu les appelles, des babys. Voilà. C'est vraiment une étiquette que je donne. C'est pour catégoriser. J'imagine. Hein. Ils sont tous normaux, mais ils ont des besoins intenses. Est-ce que toi, tu as une théorie d'où ça pourrait venir, ces besoins intenses aussi autant exprimés? Alors, je vais peut-être rappeler ce que c'est pour moi, en tout cas, un bébé aux besoins intenses. C'est un bébé qui va énormément pleurer, du coup fatiguer beaucoup plus qu'un bébé normal à ses parents. C'est pas 3 heures de pleurs par jour. Ce qu'on dit entre 0 et 3 mois, c'est 3 heures de pleurs par jour qui sont soi-disant normales ou normaux, enfin voilà. Et là, ça va être quasi continu, des pleurs quasi continues. On ne pourra pas poser le bébé pour X, Y raison. Et c'est en ça qu'il faut comprendre ces raisons-là, parce qu'il y a des raisons pour moi. Voilà, et ça va être des comportements vraiment très, très, très intenses, des enfants qu'on ne peut pas laisser, qui ne dorment pas seuls, qu'on ne peut pas poser tout simplement quand ils sont tout petits, ou qui vont être, quand ils seront plus grands, très collés à papa ou maman, et qui vont être peu sociables au début, en tout cas. Donc, est-ce que tu as une théorie sur d'où cela peut venir? Parce que je la pose à tous les professionnels que j'interviewe, de manière à avoir une autre vision que la mienne de ça. Écoute, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, Isabelle. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Je saurais pas te dire, tu vois. Je pense que c'est dans l'évolution aussi, tu vois. C'est ce que je te disais juste avant. Les enfants sont de plus en plus curieux. Les enfants ont besoin de se rapprocher, d'être en contact, d'être en lien, tu vois, donc, ont besoin d'être écoutés. Donc, c'est peut-être une vibration différente aussi, tu vois. Je pourrais pas te dire d'où ça vient exactement. En tout cas, moi, je me refuse à penser que c'est un problème avec la mère, etc. On pense souvent que la mère, elle serait vraiment le mot de tous les mots, tu vois. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment dû à une évolution où on a des enfants qui ont besoin de s'exprimer. Et au plus on les laisse s'exprimer, au plus on les entend et au plus ils vont s'apaiser. Tu vois, je pense que c'est juste une suite logique, tu vois. Ok. Mais je te remercie de Après, il y a des causes médicales, mais là, moi, je ne pourrais pas en parler. Hein. Le bébé non, mais là, il y en a beaucoup. Voilà. J'ai d'ailleurs l'autre interview que j'ai déjà faite, qu'il faut que j'arrive à caser au bon moment, c'est l'interview d'une chiropraticienne, d'une chiro comme elle dit, et donc qui nous explique là vraiment le pourquoi du comment. C'est hyper intéressant cette interview, vraiment c'est même moi j'ai appris des choses. Je suis issue du domaine médical aussi, mais là pour le coup j'ai vraiment bien compris voilà oui.
les Au bases niveau et les raisons. il peut y avoir plein de choses, bien sûr. Plein de blocages. Alors moi, donc je me renomme physio-éducatrice puisque je suis vachement dans justement la physiologie du corps pour permettre une éducation plus zen et sans pleurs, sans hurlements, sans voilà, la plus facile possible. Et donc là, j'ai eu vachement d'explications et la confirmation de tout ce que j'avais déjà entendu précédemment. Donc c'est rassurant, je dirais. Voilà, c'est pas une fatalité d'avoir ces enfants-là. Et si on se fait bien accompagner, voilà, on peut trouver vraiment des solutions. Et donc, pareil, si on tombe sur des super profs comme toi, je pense que c'est pas une fatalité d'avoir un enfant qui a des problèmes scolaires. Ça va se résoudre. Et puis, voilà. C'est une étape à passer. Est-ce que pour toi, on peut prévenir ces troubles? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en amont? Enfin, ces troubles, ces difficultés que vous voyez une fois que, là, pour le coup, toi, tu vas les voir quand ils seront plus grands. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire avant que vous les ayez à l'école, donc avant 3 ans, quoi? Ah bah carrément, c'est-à-dire, bien sûr, je dirais que d'un point de vue global, le besoin de l'enfant est à écouter et à entendre. Mais alors davantage pour ces enfants aux besoins, enfin, ces bébés aux besoins intenses. Forcément, hein, au plus on va faire de bruit et au moins on va éteindre ce bruit. Hein. Tu vois, vraiment, c'est comme un abcès. Hein. Si tu ne le laisses pas sortir, ça fait une tumeur. Hein. Tu vois, voilà. Donc, un bébé qui s'exprime, il faut l'écouter. Un enfant qui s'exprime, il faut l'écouter aussi. Tu vois, je te disais tout à l'heure, je te parlais un petit peu de la composition des classes. On a beaucoup d'enfants turbulents, naturellement, et puis quelques enfants qui sont un peu muets et introvertis. Eh bien, moi, je m'intéresse davantage parce que je trouve qu'ils sont plus inquiétants, ces enfants qui ne parlent pas, tu vois. Parce que pourquoi ils ne parlent pas? Tu vois, c'est... Alors après, il y a peut-être des enfants qui sont très sages par nature, tu vois. Oui, non, faut Mais pas non plus. après, voilà, faut pas mélanger non plus l'enfant qui est introverti et l'enfant qui est calme, tu vois. Ah oui, Donc, non, comment on peut l'aider? Ben voilà, il faut déjà être euh, bien en connivence avec la famille, tu vois, pour... enfin, s'il y a une bonne adhésion entre la famille et le prof, ben c'est déjà 90% du travail qui va être fait pour soulager et apaiser l'enfant, tu vois, et le faire rentrer dans les apprentissages, parce que néanmoins, c'est aussi un petit peu notre rôle quand même, tu vois. Mais oui. c'est sûr que si, en amont, le travail d'écoute et de combler le besoin de l'enfant est fait, c'est sûr qu'émotionnellement, quand l'enfant arrive à l'école, ben, c'est du pain béni, quoi. Hein. Il est plus en confiance. Du coup, c'est ce que je travaille. Toujours la confiance, l'enfance en confiance. La confiance et puis le besoin, tu vois. À partir du moment où l'enfant, il a son besoin ou ses besoins qui sont comblés, ben, il prend une confiance en la vie, c'est extraordinaire. C'est ça. Et il va aller de plus en plus Et il va vers les s'ouvrir, gens. Et c'est ça, et les apprentissages, parce qu'en fin de compte, on apprend, tu le sais, bien comme moi, hein, on apprend jusqu'à notre dernier souffle. Hein. Chose qu'on ne savait pas il y a 20 ans, je crois, qu'on nous disait encore qu'on perdait des neurones et des synapses et que voilà, c'était pas possible d'apprendre à Et notre qu'après, âge. c'était foutu. Et maintenant, on a bien compris qu'avec les neurosciences, c'était complètement faux, que oui, on en perd, mais on peut en recréer aussi. Donc, si on est toujours dans cette optique d'apprendre, et ben notre cerveau va continuer à créer. C'est ça qui est génial, quoi. Et nous, il y a 20 ans, on ne pensait pas à ça. On pensait que ce n'était pas possible. Oui, oui. Et, Donc, je dirais que ce travail de préparation en amont des parents quand ils sont tout petits, ben, c'est génial parce que ça permet aux enfants de s'ouvrir, de s'épanouir tout au long de la scolarité. C'est génial. moi, je dis souvent que les parents sont les piliers des enfants. Donc, ce sont les fondations, c'est les parents qui donnent les fondations de la maison à l'enfant. Et du coup, l'enfant, il va pouvoir après construire, lui, le reste. C'est nous qui allons construire les fondations. Donc, il ne faut pas que ce soit bancal, il ne faut pas que ce soit sur du sable mouvant. Il faut vraiment que ce soit solide et que l'enfant, il soit sûr de qui il est, de ce que nous, de notre amour pour lui et de lui permettre de voler de ses propres ailes petit à petit. Oui, j'ai quand même envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, c'est que le parent,
il n'est pas toujours très solide, tu vois. Oui. Parce que le parent, c'est un être humain. Il peut traverser des périodes délicates hein, qui sont difficiles pour lui. Donc, bah voilà, l'enfant va peut-être en pâtir, mais je dis pâtir entre guillemets parce que c'est juste la vie. Hein. On se construit Oui. comme ça aussi, Isabelle. Il Hein. y a des frustrations dans la vie, il faut les accepter. Bien sûr, Et c'est bien ce que sûr, j'essaye d'expliquer aux parents que j'accompagne, bien sûr. on ne peut pas enlever les frustrations, même à un bébé, c'est pas possible. Des fois, il va falloir qu'il attende, mais on peut l'accompagner et on peut lui expliquer par la suite que bah voilà ce qui s'est passé et le pourquoi du comment. On peut expliquer avant, on peut expliquer après aussi. C'est l'enfant, il comprend bien et ça lui permet du coup de ne pas en faire une montagne, mais d'en faire un événement. Voilà, Et, un événement qu'il a traversé, qui n'était pas agréable, mais bah, voilà, il en est ressorti plus fort et il sait que c'est pas de sa faute. et la dernière chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est donner le droit de se tromper aussi, tu vois, Oui, à ça c'est super l'enfant important. et aux parents. Mm. Parce qu'on n'est pas parfait, on a le droit de se planter, on n'a pas eu de mode d'emploi à la naissance, et même nous, en tant que parents, tu vois, on n'a pas eu de mode d'emploi, donc on peut faire des conneries, et c'est la vie. Et moi, je dis même que c'est des expériences nécessaires parce que Oui, ça nous permet d'explorer en fait des chemins qui sont en fait des voies sans issue. Mais si on ne va pas les expérimenter et les visiter, eh ben, on ne le saura pas et on aura toujours envie d'y aller. Mais c'est comme quand on se coupe, quand on se fait mal. Je veux dire, si on tombe jamais, si on se coupe jamais avec un couteau, si quand on ramasse du verre, on se coupe jamais avec les petits débris de verre, mais on ne saura pas qu'il faut faire attention. Donc, il y a un moment donné où oui, il faut se faire, il faut avoir mal pour comprendre la vie. Et c'est comme ça qu'on apprend la vie, c'est en la vivant, c'est pas en la regardant à la télé. Enfin, on apprend aussi, hein, on en apprend beaucoup, mais on imprime beaucoup plus facilement quand on le vit. Et bah, dans mes ateliers Montessori, c'est ce que je dis aux parents, hein, il y a du verre, il y a des petites billes, donc vous êtes conscient de votre enfant, il y a un risque à le mettre là. C'est pas la garderie avec rien à faire ou des jeux qui n'apportent rien à l'enfant ou que vous pouvez avoir chez vous, mais ici ils vont grandir, ils vont évoluer. Et d'ailleurs, quand on va dans des ateliers ou des écoles Montessori, on se rend compte, alors ça peut être autre chose que Montessori, mais avec des pédagogies vraiment actives, on se rend compte que les enfants, ils sont à un autre niveau, alors pas seulement de conscience, mais aussi un autre niveau de maîtrise de leur corps. Et à ces âges-là, c'est décontenançant, quoi. Moi, quand j'ai fait le CAP petite enfance et que j'ai été en stage en école Montessori, j'ai dit, non, c'est pas possible. L'enfant à cet âge-là, il fait ça, ça, ça. Là, il fait 6 ans, là. C'est pas possible. mais oui, C'est mais oui. complètement Et en fait, si, c'était tout à fait faisable. Donc ouais, c'est important de cesser de se tromper de manière à ce qu'ils voient par eux-mêmes que oui, c'est pas possible. Parce que quand on leur dit, ben, c'est bien papa, c'est bien maman, c'est bien maîtresse, mais je m'en fiche. Je veux Non, mais essayer quand même. l'expérimentation, c'est indispensable. Le C'est feu, ça indispensable. brûle? Ah bon? C'est ça. Tant qu'on te le dit, ça reste abstrait, mais le jour où tu te brûles, tu as compris. Voilà. Voilà. Le fer à repasser, ça brûle, oui. Mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne fais pas assez gaffe. Donc, Exactement. donc voilà, il ne faut pas avoir trop peur. Alors, il faut quand même baliser, hein, mais bon, voilà, c'est. Et donc, par rapport au baby ou aux EABI, c'est vraiment difficile les contractions comme ça, c'est assez difficile à dire. Est-ce que tu penses que ça a un effet sur la scolarité, ces besoins intenses exprimés et s'ils ne sont pas accompagnés en tout cas? Bah, bien sûr, c'est une évidence. Hein. C'est un enfant qui va arriver à 3 ans, ils sont encore tout petits. Hein. Quand ils vont arriver dans le système scolaire avec des craintes, des peurs qui auront été étouffées, hein, parce qu'à un moment donné, comme tu le disais tout à l'heure, un baby, ça pleure beaucoup, tu vois. Donc, ça pleure beaucoup, ils ont besoin de sécurité.
Donc, si à un moment donné, on ne s'est pas préoccupé de ce besoin de sécurité, il va ressurgir. Là, c'est sûr. Et pour ça, la collectivité, c'est nickel, hein. C'est super, hein. Voilà, moi, ce que j'apprends aux ados, j'apprends à accueillir leurs émotions. Parce que quand on est ado, on est à même de comprendre comment on peut accueillir son émotion. Un bébé, il ne sait pas, hein. Non. Ça, il ne sait pas, hein. Non. Donc, c'est vraiment aux parents, s'il est en capacité de le faire, parce que bon, parfois, c'est vrai, il faut le dire, on est confronté à des familles en grande difficulté elles-mêmes. Donc, c'est pas toujours facile, tu vois. Mais autant se faire que peu si le parent est en capacité d'accueillir cette émotion du bébé, hein, parce que c'est quand même une émotion de peur, d'insécurité. Si c'est étouffé, si c'est pas compris, si c'est enterré, forcément, quand l'enfant arrive à l'école, c'est très compliqué pour lui, hein. Très compliqué pour lui, pour l'entourage, pour l'enseignant. Alors, on fait ce qu'on peut, hein, mais voilà, c'est bien sûr plus difficile. Il y a vraiment un lien, hein, entre le fait que les besoins de l'enfant n'aient pas été respectés, écoutés, et l'entrée à l'école. Mais je dirais, même au-delà de ça, hein, entrer à l'école, entrer au collège, au lycée, rentrer dans la vie d'adulte, hein. Oui, ça suit après, si ce n'est pas accompagné même par la suite, parce que ça peut être accompagné après, mais voilà, il faut que ce soit bien accompagné, quoi, après. Arriver à trouver les bons professionnels qui peuvent gérer tout ça. Quel lien tu fais entre ce manque de reconnaissance des émotions et les difficultés scolaires, en fait? Est-ce que tu peux un peu plus concrètement nous dire qu'est-ce qui peut se passer chez un enfant pour toi? Mais tu sais, une émotion, Isabelle, c'est une émotion, ce qu'on appelle communément les émotions négatives, tu vois. Moi, je parlerais plutôt d'émotions désagréables. C'est quelque chose qui s'est bloqué à un moment donné, tu vois, à l'intérieur de soi. Et en fait, tu vas y mettre tellement d'énergie pour arriver à survivre à cette émotion déplaisante, si tu veux, que c'est autant d'énergie que tu n'as pas pour le reste. C'est tout simple, hein. Donc, si tu arrives déjà bouffer d'énergie pour combler ta peur, ton insécurité, ta non-reconnaissance, mais quelle place tu fais aux apprentissages? Oui, tu ne peux pas avancer plus loin, en fait. Tu as besoin de te sécuriser avant de pouvoir faire autre chose. Oui. C'est une étape supérieure. Ou alors, parfois, il va y avoir des effets de sur-résilience où l'enfant va tout calfeutrer, va arriver quand même dans les apprentissages, tu vois, mais à un moment donné, même à l'adolescence ou à l'âge adulte, ça fait comme un effet boomerang, hein. Ça revient, hein. C'est vraiment pas Il y a un truc qui va le faire revenir, quoi. Ah oui. Il y a un truc qui va casser la carapace qui s'est formée et qui va faire exploser C'est comme une bombe à retardement, un peu. Exactement. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants, moi je le faisais également, il y a beaucoup d'enseignants qui, quand on arrive le matin, ou on fait une petite méditation pour se poser avec des visualisations, tu vois, qui font ressortir les émotions, ou alors on demande à chaque enfant de dessiner l'émotion du moment. Parce qu'on s'est tous levés d'une certaine façon le matin. Tu vois, on s'est levé, papa et maman, ils étaient en train de s'engueuler. Il y a le petit frère qui te hurlait dans les... même les enfants, quand ils ont 3 ans, qu'ils arrivent à l'école, ou même 6 ans, 8 ans et tout ça, on arrive tous avec une émotion le matin. Et je trouve ça assez chouette Ok, allez, quelle est votre émotion ce matin? Et même moi, je le fais, hein, tu vois. Et vas-y, on destine son émotion, c'est rond, c'est carré, c'est rouge, c'est bleu. Et on peut en discuter aussi si on a envie. Et ça permet déjà de verbaliser son émotion. Déjà, ça te permet de sortir de ta souffrance, de l'accueillir, d'en sortir. Et de la reconnaître. De la reconnaître. Et puis aussi, moi, ce que je trouve que chez les petits, c'est vraiment génial, c'est quand plusieurs enfants se mettent à parler de leurs émotions, eh bien, ça encourage l'enfant à se dire, tiens, mais je ne suis pas tout seul. Et puis, il la sortent, du coup, il l'extériorise et elle est reconnue par déjà un adulte
Et puis peut-être d'autres enfants, mais même si elle est… Voilà, c'est ça, entendu des autres enfants. Et pour les plus inhibés, c'est à un moment de se dire, ben ouais, en fait, tout le monde a de la colère, tout le monde est frustré, tout le monde a entendu ses parents s'engueuler, mais moi aussi, je peux le dire peut-être, tu vois. Et donc, ça va permettre… Ben non, pas du tout. Mais la honte, moi, je trouve que ce qui est génial avec la honte, tu vois, tu me parles de honte, c'est l'autre versant de la honte. Tu sais ce que c'est, Isabelle? C'est le désir. Eh oui. Eh oui. Derrière ce que je cache, il y a ce que je veux le plus au monde. Donc, si tout petit, tu apprends à parler des choses dont tu as honte, mais t'imagines le cadeau, quoi. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Ça démultiplie les potentiels et les capacités et les possibilités. Ouais, c'est clair. Donc, même tout petit, avant même de rentrer à l'école, tu vois, de jouer à des petits cache-cache, tu vois, avec l'enfant, c'est aussi, tu sais, quand l'enfant, il te voit plus, oh, il y a un petit moment de terreur, tu vois, elle est où, maman, elle est où? C'est des émotions, on peut jouer à tout ça. Ouais, ça, c'est ce que je leur conseille de faire dès l'âge de la peur de la séparation qui arrive vers les 8 mois. Donc, vous voyez, on en parle, mais c'est très tôt. Et au final, ça a quand même une incidence sur après, pour que l'enfant n'ait pas peur d'être admis sans ses parents dans un… C'est un gros univers d'être accueilli dans un groupe de plus de 20 enfants. C'est énorme pour les tout petits. Donc, ouais, c'est important. Et c'est ce que je fais, du coup, ce que tu dis, bah, c'est bien, je le fais dans mes ateliers, donc je suis contente, ça va. Je suis tout bon. C'est bon. Et ben, notamment pour ça, quoi, pour reconnaître l'émotion avant, mais aussi à la fin, pour pas faire repartir l'enfant, en fait, avec… des fois, il y a des tensions qui se créent à l'école ou dans l'atelier, et du coup, qu'on en parle, quoi. Que ça soit résolu avant qu'ils repartent chez papa et maman et qu'on puisse savoir, si on n'a pas vu, nous, le truc, qu'on puisse mettre le doigt sur quelque chose et du coup, qu'ils repartent avec… Et c'est vachement important ce que tu dis parce que quand tu arrives à nommer une émotion, je dis nommer parce qu'on est des adultes, l'enfant, lui, va juste, parler de son émotion, la reconnaître, voir qu'elle est là, tu vois. Et ça apprend à la nommer, du coup. Il va apprendre à la reconnaître petit à petit. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que à un moment donné, quand tu n'accueilles pas ton émotion, par exemple, si tu es en colère et que tu dis non, il ne faut absolument pas que je montre que je suis en colère, tu vois, et bien du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Et bien ton émotion, au final, à force, elle va se transformer en tristesse. Et donc, du coup, tu fais un boogie-boulga d'émotions que tu ne sais même plus ce que c'est. Oui. Et alors là c'est la pâte aux joies. Hein. Oui. Et même nous, l'intérêt, on ressent. Ah, mais même pour nous, c'est, voilà, je veux dire, nous, tu es plus jeune que moi, Isabelle, mais en tout cas, de ma génération, tu vois, beaucoup d'émotions. Mais voilà, aujourd'hui, on a tellement de méthodes et d'outils pour éviter ça, tu vois. Ouais, que ce serait dommage de passer à côté. Dire même des gens comme toi qui s'occupent des tout petits, je trouve que c'est fabuleux parce que c'est un tel cadeau pour l'avenir, tu vois. C'est fabuleux. C'est le cadeau en fait que j'aurais aimé recevoir en fait en tant que parent parce que j'ai tellement galéré et j'ai découvert des trucs tellement simples à utiliser en fait, mais qu'il faut utiliser dès tout petit pour que ce soit vraiment hyper simple et que ça rentre dans des habitudes, des réflexes en fait, ça en devient des réflexes et ça facilite tellement la vie, c'est tellement agréable pour le parent comme pour l'enfant. Quand on voit son enfant qui est capable de, je sais pas, de nous aider à la cuisine dès 3 ans en étant hyper carré, de pas en mettre partout, alors qu'on pense qu'un enfant de 3 ans, c'est juste le bordel partout, quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Ça dépend de ce qu'on a mis en place en amont, quoi, et ce qu'on met en place au quotidien, l'environnement, tout ça. Donc, je suis contente de l'entendre dire aussi. Du coup, tu sais un peu comment je travaille et ce que je propose aux parents. Est-ce que tu peux m'en dire quelque chose? Est-ce que tu trouves que c'est pertinent par rapport à
au devenir de l'enfant, justement dans la scolarité par la suite. Oui, bien sûr, c'est hyper pertinent ce que tu fais, ce que tu proposes aux mamans, aux parents. C'est hyper pertinent parce que c'est ce que je viens de dire. C'est tellement important pour la suite des événements, quand nous, on accueille les enfants à l'école, quand ils vont au collège, au lycée, parce que tu vas préparer ces femmes qui sont elles-mêmes en difficulté avec leur bébé aux besoins intenses, tu vas les préparer à combler les besoins de leur bébé. Et ce faisant, et oui, et ce faisant, le bébé va grandir, à 3 ans, va arriver à l'école. Et donc, il aura pu, grâce à cet accompagnement, retrouver un équilibre émotionnel. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à apprendre. Hein. Tu sais, la méditation, moi, j'ai été formée aux Pays-Bas avec Eline Neufsnel pour faire des méditations. Les méditations, c'est ni plus ni moins accueillir ce qui se passe. Donc, même quand ça ne va pas, juste accueillir, tu vois. Et accueillir, c'est quoi? Accueillir, c'est tout, sauf mettre un couvercle sur ce qui ne va pas. Et rien que ça, déjà, tu vois, c'est de l'or en barre. Donc, bien sûr, tout ce que tu vas faire, accompagner ses parents en souffrance. Et puis, je dois dire aussi que c'est tellement fatigant d'avoir des enfants qui pleurent tout le temps, qui sont scotchés à soi, que c'est important d'être écouté, d'être soutenu, tu vois, d'avoir cette présence que tu proposes. C'est très important. Je te remercie bien pour tout ça. Avec plaisir. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Oui, peut-être toi, comment tu peux soutenir? Parce que des fois, on se découvre qu'on n'a pas fait forcément tout ça avec nos enfants malgré tout. Et ils ont grandi, ils ont parcouru leur scolarité plus ou moins bien. Et à un moment donné, ils peuvent se trouver avec des interrogations. Du coup, je crois que là que toi, tu interviens. Oui. Alors oui, moi j'interviens auprès d'ados et de jeunes adultes, mais quand même avant ça, il faudrait préciser quelque chose par rapport aux mamans qui seraient inquiètes d'avoir des bébés aux besoins intenses. Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'ils ont des enfants qui sont extraordinaires. Ces enfants-là sont des enfants qui vont devenir hyper créatifs si on n'étouffe pas leurs besoins d'expression. Sont des enfants qui sont de par leur hypersensibilité, vont être hyper empathiques. Si encore une fois, on les écoute. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire à ces moments, c'est que déjà, elles ont des bébés déjà extraordinaires. Donc, parce que souvent, on est tellement fatigué, on est tellement épuisé au bord du rouleau qu'on le voit même plus. Donc déjà, voilà, je voulais dire ça, comme c'est important. Et puis oui, aussi que de s'offrir le luxe d'écouter les besoins de son enfant, mais je crois que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire pour ce petit être qui va devenir grand, tu vois. C'est clair. Donc, voilà. Et après, quand cet enfant devient grand, voilà, moi, c'est vrai que je les récupère, entre guillemets, quand ils ont entre 18 et 25 ans, qu'ils ont déjà été orientés, mais qu'ils ont suivi comme un schéma de ok, je suis bon en ci, en ça, et je peux faire ci, je peux faire ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, tu vois, ils rentrent plus dans ce monde-là. Ils veulent plus. Ils veulent plus, quoi. Ils voient leurs parents qui bossent toute la journée, on a du mal à payer les factures, on est malheureux, on s'engueule. Mais quoi, l'enfant, il a 15 ans, il a 18 ans, il a peut-être 20 ans, il est encore à la maison. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il a envie de ça, quoi? Non. Mais c'est normal. Et puis, tu sais, on est dans un changement de société. C'est plus le même paradigme que celui qu'on a connu, tu vois. Surtout Ben oui, en ce moment, on est en plein dedans. Hein. Et tu vois, même les bébés nous le disent, avec ces bébés aux besoins intenses. Déjà, eux nous le disent que ça change, tu vois, que c'est différent. Donc, voilà, il faut savoir écouter le besoin. Et ces jeunes ados, alors, moi, je m'occupe de 2 tranches d'âge, ou des lycéens, collégiens, lycéens. Et donc là, c'est plus le parent qui vient à moi pour me dire, voilà, il faut qu'on fasse un choix aujourd'hui, il faut faire de plus en plus tôt un choix d'orientation. Donc, on vient me voir parce qu'on ne sait pas quoi faire comme choix, et puis il est perdu, et puis il ne veut plus rien faire, et puis
il veut plus aller à l'école, il a mal au ventre, quoi. Tu vois, ce genre de problématiques qu'on peut rencontrer. Et puis après, bah, le jeune qui, lui, est déjà dans le monde du travail, mais que non, il veut pas faire ça. Voilà. Mais ça a tellement de sens, tu vois, Isabelle, ça, en fin de compte, d'avoir un adolescent ou un lycéen qui veut plus se lever le matin parce qu'il voit ses parents qui triment toute la journée, qui sont pas heureux. Bah oui, bien sûr, pour lui, ça fait pas de sens, tu vois. D'aller à l'école pour apprendre, pour faire comme papa et maman qui s'engueulent toute la journée. On peut même pas aller au restaurant une fois par mois. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, en fait, mon boulot, moi, c'est de redonner du sens à l'adolescent pour qu'enfin, il puisse se lever le matin avec une bonne raison de se lever. Ça, c'est bien, ça. Oui, mais je t'assure. Redonner une motivation. Mais oui, mais parce que quand on a un ado qui veut se lever le matin et qui sait pourquoi il veut se lever le matin, C'est clair. mais ça change tout, hein. C'est sûr. C'est certain. Voilà. Et c'est vrai que, bah, en fait, si tu veux, sur le chemin de l'éducation, voilà, il y a bah, la sage-femme qui nous accouche, tu as la tata qui va garder l'enfant, tu as les accompagnants qui vont accompagner le parent, c'est un petit peu ce que tu fais, tu as les maîtresses, les maîtres, après tu as les profs, tu vois, et puis toujours des petits guides. voilà. Et en fait, le parcours, il est jalonné, et en fait, il est jalonné d'embûches, souvent, mais aussi d'aide, tu vois, de personnes aidantes qui vont être là pour soutenir et accompagner. Il faut arriver à se laisser accompagner aussi. Il y a des personnes qui refusent ce soutien parce que je pense que l'ego doit prendre beaucoup de place et ils se disent ah mais soit je suis pas un adulte si je dois me faire accompagner. En gros, ils se remettent dans une place d'enfant. En fait, un adulte, pour eux, ça n'a besoin de personne, alors que c'est pas vrai, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde ne sait pas tout faire. Et puis, comme tu le dis, on traverse tous des problématiques. Et c'est toujours, enfin, pour moi, en tout cas, plus agréable de se faire accompagner et d'avoir une oreille compatissante, au moins. Voir quelqu'un qui a traversé la chose et qui peut nous dire bon bah je vais un peu te débroussailler le chemin, après tu auras toujours des embûches mais voilà on va y arriver ensemble quoi. Oui, parce que l'embûche c'est l'expérience, tu vois, on peut pas éviter l'embûche. Non, il faut pas. Voilà. On peut pas éviter l'embûche, mais si à côté de ça tu as quelqu'un qui te soutient, tu as une personne référente qui t'accompagne, ben, ça permet juste que tu te plantes pas quand il y a l'embûche qui arrive, quoi. Alors, tu peux te planter, mais par contre, tu as une oreille compatissante derrière qui va te dire, voilà, on va pas non plus forcément. L'embûche, elle est là. Voilà. Voilà. Tu as expérimenté ça ne fonctionne pas. Ben, qu'est-ce qu'on peut expérimenter d'autre? On va y arriver. Ça ne veut pas dire que tu es nul ou incapable, mais et d'avoir quelqu'un qui nous le dit, c'est quand même. Ah ouais, ok. Il y a d'autres opportunités, il n'y a pas que ça. C'est pas... Voilà, c'est ce que je dis, c'est que au moment où tu vas avoir l'embûche, où tu vas te planter, mais se planter, c'est pas grave. Si tu te relèves. Et on se relève. C'est ça, tu vois. Et la personne qui accompagne tout au long du chemin, le parent, les médiateurs, les accompagnants, etc., tu vois, ils empêchent que cette chute soit irréversible. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Donc, toi, tu accompagnes pour redynamiser un petit peu l'ado lui redonner un avenir un peu plus attrayant et motivant pour faire les choses un petit peu moins glamour et sexy qu'il y a à faire pour arriver à son but final, quoi. C'est un peu ça. Ouais, moi, ce que je dis aux parents, c'est que en fait, j'aide leurs jeunes à mettre de la clarté sur leur avenir professionnel. Parce qu'en fait, je me rends compte, si tu veux, il y a plein de jeunes qui disent avoir la flemme de faire les choses. Tu vois, ils ont la flemme, ils ont la flemme. Et bon, forcément qu'ils ont la flemme. S'ils ne savent pas ce qu'ils aiment, c'est ça. Ils vont avoir la flemme. Tu vois, moi, j'ai un pianiste à la maison. Mais oui, moi, j'ai un pianiste à la maison. Je peux te dire qu'il sait pourquoi il se lève le matin. Tu vois. Et un merveilleux pianiste. Oui, mais tant que tu ne sais pas ce que tu aimes, c'est ça. Comment tu veux avoir la joie de te lever? Alors oui, tu vas te lever pour aller voir les copains, pour faire ton texto, tu vois, mais ça va un temps. Au bout d'un moment, tu vas dire, ouais, l'école, c'est bon, quoi. Ça ne sert à rien.
Ouais, s'ils n'ont pas touché ce qui les fait vibrer, c'est compliqué. C'est ça. Donc, en fait, c'est redonner du sens pour remettre le gamin, l'ado en mouvement, pour qu'il puisse retrouver du sens, quoi. Super. C'est tout. Ok. Tout simplement. Ok. Donc, du coup, moi, je mettrai là en dessous les liens vers ton accompagnement. Et puis forcément vers le mien aussi. Et je mettrai en toutes lettres ce que c'est, que vous retrouviez les différents accompagnements qui peuvent vous être utiles. Et donc, Patricia est super pour ça. Je l'ai déjà entendu dans plusieurs conférences et c'est assez intéressant. On a vraiment envie d'être accompagné par elle quand on a des grands, puisque moi, c'est mon cas. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi. Je te remercie pour ta vision sur les bébés, les parents de bébés et puis les parents qui ont des enfants en difficulté. Ça fait du bien de voir que dans l'éducation nationale, même si tu n'en fais plus partie, il y a des gens qui sont super parce que je trouve que l'éducation nationale, elle souffre beaucoup d'une mauvaise image. Oui, ouais. Voilà, je cherche mes mots des fois. Une mauvaise image et en fait, il ne faut pas généraliser les choses, il faut vraiment expérimenter. Oui, il y a des écoles qui vont être vraiment compliquées et même au sein de ces écoles, vous allez voir que vous allez tomber sur des perles parce qu'il y a des gens qui se battent pour quelque chose et qui savent pourquoi ils sont là. Et ces perles-là, il faut les chouchouter, il faut les préserver parce que c'est important qu'on garde. On a la chance d'avoir l'école gratuite jusqu'à 18 ans à peu près, je crois, c'est ça. Donc, ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui, mais gratuite jusqu'à 18 ans quand même. Ah oui. Et même les études supérieures, c'est quand même assez… on est quand même bien lotis en France pour ça. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays, même francophones. Je pense que au Québec et compagnie, je ne suis pas sûre que ce soit partout pareil. Et donc, il faut vraiment prendre soin de ça parce que c'est important d'avoir l'école gratuite, c'est vraiment important. Et moi, je me bats pour que Montessori, ça rentre. Alors, pas que Montessori, mais en fait, toutes les pédagogies actives qui respectent l'enfant et permettent à l'enfant de préserver sa confiance puisse intégrer l'école et soit connu de tous les professeurs. Voilà. Donc, je te remercie bien pour ton témoignage, Patricia. Et puis, on va finir là. On va vous dire au revoir. Et puis, à la prochaine interview avec moi. Et puis, Patricia, au plaisir, peut-être on se refera une interview sur un autre sujet, je ne sais pas. Et voilà. Merci en tout cas, Isabelle. Merci beaucoup à toi. Au revoir. À bientôt.